Liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots, on les connaît par cœur, pas vrai? Ils sont gravés sur nos mairies, ils sont au cœur de notre identité républicaine, bref, l'idéal de la civilisation. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Et si on prenait cette devise et qu'on la regardait sous un angle, disons, complètement différent? Dans cette analyse, on va justement explorer une source qui la retourne comme un gant, et de manière assez provocatrice. L'idée, ce ne serait pas du tout un fondement de la civilisation, mais carrément son opposé. Oui, c'est une affirmation assez percutante, tirée tout droit de notre source. Le postulat, c'est que cette devise, loin d'apporter l'harmonie, contiendrait en fait les germes de la contrainte. Alors, creusons un peu pour voir ce qui se cache derrière cette idée. Alors voilà le programme. On va décortiquer chaque mot de la devise, un par un, pour bien saisir la critique. Et on verra à la toute fin quelle alternative assez surprenante est mise sur la table. Allez, on attaque avec le premier mot et sans doute le plus emblématique, la liberté. La source nous pose une question toute simple. Au fond, de quelle liberté est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est de la liberté telle qu'elle est définie et organisée par l'État? Et là, le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a la liberté de voter, c'est-à-dire de participer à une décision qui va s'appliquer à tout le monde, même à ceux qui sont contre. La source analyse ça comme une sorte de permis d'imposer sa volonté. Et de l'autre côté, on a une vision de la liberté beaucoup plus individuelle, presque radicale, le simple pouvoir de dire non. Et la clé de tout ça, c'est ce fameux droit de veto. Pour la source, la liberté véritable, ce n'est pas de choisir qui va nous gouverner, mais c'est d'avoir le droit de refuser la manière dont on est gouverné. C'est un renversement complet de perspective, on ne parle plus de la souveraineté du peuple, mais bien de la souveraineté de l'individu. Passons au deuxième mot, égalité. Et là, forcément, si on change la définition de la liberté, celle de l'égalité doit suivre. Et c'est là que l'argument devient, je dois dire, encore plus déstabilisant. La source pose une question qui, il faut bien le dire, est assez dérangeante. On nous a toujours présenté l'égalité comme un but ultime, une chose que l'État doit activement rechercher pour corriger les injustices. Mais est-ce que c'est vraiment une si bonne idée que ça? Selon cette analyse, l'inégalité ne serait pas le problème, mais la solution, voire même le moteur de la société. Réfléchissons-y 2 secondes. Si on était tous parfaitement égaux, avec les mêmes talents, les mêmes envies, pourquoi est-ce qu'on échangerait quoi que ce soit? C'est justement parce qu'on est tous différents, donc inégaux, que le commerce, la spécialisation et la coopération existent. Et c'est pareil pour le droit. Dans une société vraiment libre, il naîtrait de contrats volontaires entre des individus qui, par définition, sont tous uniques. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter toute idée d'égalité à la poubelle. La source dit que la seule qui vaille vraiment le coup, c'est l'égalité devant une loi universelle, le droit de ne pas subir de violence ou de contrainte. Une fois ce principe de base accepté pour tout le monde, eh bien les inégalités de situation deviennent non seulement acceptables, mais même souhaitables. On arrive au dernier mot, fraternité. Alors, comment est-ce qu'on crée du lien social, de l'entraide? Est-ce que ça passe forcément par une solidarité organisée et forcée par l'État? Ou est-ce qu'il y aurait une autre voie? Ici, la distinction est avant tout morale. Un geste de générosité qui est forcé, comme le fait de payer des impôts pour financer la solidarité, n'a pas la même valeur qu'un don qui est volontaire. L'un, c'est une obligation, l'autre, c'est un vrai choix personnel. Pour la source, c'est simple, dès qu'il y a de la contrainte, la morale disparaît. Mais alors, comment la coopération pourrait-elle apparaître toute seule sans être imposée? La source va chercher une idée chez un économiste du 19e siècle, Frédéric Bastiat, les fameuses harmonies économiques. L'idée, en gros, c'est que dans un marché libre, chacun, en poursuivant son propre intérêt, finit par servir l'intérêt des autres. C'est un ordre qui se crée spontanément, sans planificateur, et qui serait bien plus efficace. Et pour que ce soit bien concret, voilà comment ça pourrait marcher. La concurrence, ce n'est pas juste pour des produits. Appliquons ça au monde caritatif. Plusieurs associations seraient en compétition pour attirer des dons. Du coup, pour se démarquer, elles seraient obligées d'être plus efficaces, plus transparentes, plus innovantes. Et au final, qui y gagne? Eh bien, les personnes qui reçoivent l'aide. Bon, après avoir tout déconstruit, la source propose logiquement de reconstruire quelque chose de nouveau. Si la liberté, c'est le droit de veto, que l'inégalité est une bonne chose et que la concurrence crée l'harmonie, qu'est-ce que ça pourrait bien donner comme nouvelle devise? Eh bien, la voilà. Liberté, inégalité, concurrence. Pour la source, ces 3 mots-là ne décrivent pas un idéal lointain et un peu flou. Non, ils décrivent les principes très concrets d'une société qui fonctionne. Une société basée sur le respect de l'individu, l'acceptation des différences et la coopération volontaire. Et on termine sur cette question, parce que je pense qu'elle est vraiment au cœur du débat. Finalement, à quoi ça sert une devise? Est-ce que c'est un slogan, un objectif collectif vers lequel tendre, même si ça implique de sacrifier un peu l'individu? Ou est-ce que ça doit plutôt décrire les règles du jeu qui permettent à une société d'individus libres de prospérer? C'est une question ouverte.